Je pense que le peuple congolais comprend maintenant que le gouvernement en place en République démocratique du Congo a tout mis en place et a tout manigancé pour pouvoir truquer les élections en République démocratique du Congo. Je pense que nous sommes, comme je l'ai toujours dit, en face d'un pouvoir qui n'est pas prêt de quitter la capitale. Et ce problème nous préoccupe beaucoup. Ce problème nous préoccupe. Je suis le premier à dénoncer cette espèce de manigance que le gouvernement a bien installée. Il y a 3 raisons à cela. La première raison, c'est que la commission électorale nationale indépendante est une commission qui a été installée par le pouvoir en place. Ça veut dire que moi, j'installe quelqu'un qui demain va superviser quelque chose qui sera soit à mon avantage, soit à mon désavantage. Mais imaginez-vous que la personne qui est mise en place, c'est moi qui l'ai mis. Donc, je ne peux que avoir confiance à ce que, quoi qu'il arrive, je gagnerai les élections. Alors, le gouvernement de Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, a mis en place une commission qui est une commission électorale nationale indépendante. Et cette commission a pour rôle de superviser les élections en République démocratique du Congo. Ça, c'est le premier point. Et voyant la structure même de la CENI, la commission, j'ai dénoncé que nous allons tout droit à la tricherie par rapport aux élections. Et je pense que le peuple congolais commence, et même les gens, même les candidats à l'élection présidentielle, ont commencé à comprendre ce que c'est que la Commission électorale nationale indépendante. Corrompue à 80%. Bien, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, la même commission qui s'est dit électorale nationale et indépendante, avec le gouvernement de Joseph Kanambe Kabila, ont fait une étude, et cette étude leur a montré que le gouvernement en place est crédité de 90% des opposants à l'extérieur même du Congo. Ils ont annulé le vote extérieur, ça veut dire des Congolais de la diaspora. Bien, ça c'est le deuxième point pour lequel j'ai dénoncé que ces élections seront carrément de la tricherie. Et le troisième point, c'est que le gouvernement en place en République démocratique du Congo, avec la même commission électorale nationale indépendante, a établi les élections présidentielles en un seul tour. J'ai encore dénoncé cela. J'ai dit que si les élections présidentielles en République démocratique du Congo se déroulaient en un tour, il y a la facilité de proclamer le résultat d'une personne qui n'aura pas obtenu la majorité de voix, en l'occurrence Joseph Kanambe Kabila. Nous savons dans les sondages effectués que à l'extérieur du Congo, la diaspora congolaise lui est défavorable à 80%. Donc, en essayant de mettre tous les pourcentages qui lui sont défavorables, ce président ne passera jamais aux élections en République démocratique du Congo. Mais les choses sont claires. Je l'ai dénoncé. Si vous n'avez qu'à consulter Facebook ou bien YouTube ou bien Internet, vous verrez que j'ai été le premier à dénoncer cela. Et j'ai essayé d'en discuter avec quelques personnes qui m'ont posé des questions. Je leur ai dit les 3 raisons qui prouvaient que Joseph Kabila a tout fait et tout manigancé pour rester au pouvoir, qu'on le veuille ou pas. Voilà.
Ça, c'est ce que moi j'avais dénoncé. Alors, à l'époque, personne ne m'a suivi. Personne ne m'a compris. On s'est précipité pour manifester, on s'est précipité pour faire ci, ça, à gauche, à droite, mais on n'a pas été organisé pour justement mettre un barrage autour de ces trois principes que le gouvernement a manigancés pour les élections présidentielles en République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dit? Aujourd'hui, j'ai dit ceci. J'ai dit que les élections présidentielles de ce mois ici seront une véritable catastrophe pour la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que c'est que le président en place, Hippolyte Kanambe et Joseph Kabila, est en train de faire, c'est qu'il est en train de se préparer à une éventuelle attaque contre tout celui qui protestera le résultat des urnes qui lui donneront vainqueur. C'est inacceptable. Alors, évidemment, la question sera de savoir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que nous devons parler à l'opinion internationale. C'est ça ce qu'il faut faire au Congo. Il n'y a pas d'autres issues si ce n'est d'intéresser la communauté internationale sur le fait que la personne qui est en République démocratique du Congo n'est pas légitime, n'est pas une personne crédible pour ce pays. Le peuple congolais est souverain. Le résultat des urnes doivent être contrôlés et supervisés par la commission, une commission qui sera une commission internationale, pas une commission électorale nationale indépendante. C'est du n'importe quoi. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut reformuler la CENI, que chaque personnalité qui a posé sa candidature aux élections présidentielles en République démocratique du Congo puisse disposer d'un membre crédible au sein de cette commission et que la commission soit supervisée par une organisation internationale indépendante. Voilà, je pense que si nous allons dans ce contexte en République démocratique du Congo, il sera très très difficile que Joseph Kanambe puisse truquer les élections. Et deuxième point, il faut que la diaspora congolaise puisse voter. Ça, c'est ce qui est important aussi pour une démocratie. Nous ne sommes pas dans une démocratie, ou nous sommes dans une démocratie. Alors pourquoi nous, les Congolais de la diaspora, nous ne voterons pas? Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point que je souhaite pour que nous puissions avoir toute la transparence des élections, c'est quoi? C'est qu'il faut que ces élections présidentielles soient organisées à 2 tours, au cas où il n'y aurait personne qui obtiendra les 50% du premier tour. Ce qui fait que nous aurons toute la transparence des élections. Si nous ne faisons pas ça, ça veut dire que nous allons assister, moi je l'ai dit aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, à un véritable chaos en République démocratique du Congo. Vous croyez que le Congo a toujours besoin d'avoir des chaos? Il y a déjà des femmes violées qui sont traitées comme des ordures. Les femmes chez qui on prend des bâtons pour mettre dans le sexe, dans les fesses. Vous croyez que le Congo a encore besoin d'une situation où vous verrez des gens tirer sur les uns sur les autres? Nous n'avons pas besoin de cette situation. Enfin, il faut que nous puissions vivre comme tous les pays, dans toute la transparence et dans la démocratie. Je pense que nous avons besoin de ça. Nous n'avons pas besoin tout le temps de crier à gauche à droite, de venir frapper à la porte de l'Europe parce qu'on a besoin de demander l'asile, parce qu'on a besoin de fuir notre pays qui est le premier pays le plus riche en Afrique. Mais non, nous n'avons pas besoin de ça. C'est la raison pour laquelle je souhaite, moi, que tous les combattants, les gens braves qui se mettent à manifester, qu'ils puissent amplifier la manifestation en disant non à la transparence des élections au Congo. Parce que si nous ne disons pas ça, c'est que moi je crains, c'est que nous puissions avoir un chaos total en République démocratique du Congo. Oui, vous savez, le mouvement des combattants, c'est un mouvement jeune. Les gens ont commencé à amplifier
le fait de manifester que ces périodes ici. Donc, c'est un mouvement jeune, mais qui est en train de s'amplifier petit à petit. Moi, j'ai essayé un peu de parler avec un représentant du RCK et du collectif des combattants résistants de France. J'ai essayé de lui dire que nous, les combattants, avons besoin de ce qu'on appelle un rassemblement. Alors, le rassemblement consiste à faire quoi? Le rassemblement consiste à ce que nous puissions être une grande organisation qui aura pour rôle de mobiliser et de mettre autour d'une seule branche tous les Congolais combattants, résistants de France, que ce soit de Lille, de Nantes, du fin fond de la France, pour que tous ensemble, nous puissions coordonner nos actions. Parce que nous savons que le pouvoir de la manifestation dans des pays organisés, dans des pays occidentaux, est un pouvoir pris au sérieux, légitime, est un pouvoir qui fait bouger les gouvernements. Et nous n'avons qu'à voir comment les Européens manifestent. Donc, si nous faisons une action à Paris, la même action, ça se fait à Toulouse, la même action à Bordeaux, la même action à Nantes, je pense que toutes ces actions pourront donner un sens à la manifestation que nous sommes en train de faire. Donc, et les autorités en place prendront réellement cette action avec le sérieux le plus possible. Et nous pouvons élargir en plus ce mouvement combattant jusque dans des pays limitrophes comme Angleterre, Belgique et tout, que nous soyons tous d'une seule voix. Et ainsi de suite aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, que nous soyons tous d'une seule voix, que nous puissions dire non au pouvoir de Joseph Kabila. Le mouvement combattant doit continuer à manifester, doit continuer à faire des actions pour sensibiliser l'opinion internationale, mais il faut que ces actions prennent de l'ampleur et que ces actions soient bien coordonnées et que ces actions puissent inclure tous les combattants de partout, pas seulement ceux qui sont dans des capitales comme Londres, comme Bruxelles, comme Paris, non, tous les combattants qui habitent partout. Parce que je pense que dans les coins cachés de tous ces pays, il y a des gens qui n'aiment pas voir ce qui se passe au Congo actuellement. Voilà, donc je pense que c'est ce que nous devons faire. Parce que c'est quelqu'un qui ne connaît rien de la politique. Il ne connaît rien du Congo. Il n'a jamais étudié. Il n'a jamais été à l'école. Nous avons un pays immense qui est le Congo. Beaucoup de diversité, beaucoup de potentialité. Il est évident qu'il faut que le Congo puisse s'ouvrir. Il faut que le Congo puisse avoir une vraie constitution. Il faut que le Congo puisse avoir des droits. Je pense que Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila, n'a pas l'expérience même de ce qu'on appelle la politique. Il ne sait pas ce que c'est que la démocratie. Il essaie de manipuler la population avec les 5 chantiers. Vous n'avez qu'à voir le Congo. Je l'ai dit une fois dans une interview que ce n'est pas en arrangeant le centre-ville de Kinshasa qu'on proclamera les 5 chantiers. Vous savez, le Congo est immense. 9 frontières, 9 pays autour du Congo. Les langues, n'en parlons pas. C'est le premier pays en Afrique qui a une diversité de dialectes. C'est le premier pays en Afrique qui comporte une diversité botanique, zoologique. Mais une personne qui est inexpérimentée, qui n'a pas besoin des intellectuels comme conseillers, qui est entouré des musiciens, qui est entouré des voyous, je ne pense pas que cette personne sera là pour donner un sens et une valeur à cet État qui est le Congo. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir ce qu'il est en train de faire, Joseph Kabila. Il a pris en otage une partie de la population congolaise qu'on appelle des musiciens
qui lui chante tous les 4 coins des rues de Kinshasa, qui chante à son honneur. Nous sommes dans un pays démocratique, on n'a jamais vu Johnny Hallyday, qui est plutôt un grand ami de Nicolas Sarkozy, faire ne fût-ce que la moindre chanson pour Nicolas Sarkozy. On n'a jamais vu de Charles Aznavour, qui a plutôt voyagé avec Nicolas Sarkozy jusqu'en Arménie, faire une chanson pour Nicolas Sarkozy. On n'a jamais vu ça. Mais pourquoi aujourd'hui les musiciens congolais qui sont des diffuseurs d'un message de la culture congolaise peuvent chanter dans tous les 4 coins de la rue Joseph Kabila? Vous croyez que nous vivons dans un pays qui a la libre expression, ou bien qui est un pays où les politiques entourés des armes peuvent prendre en otage toute une population? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les combattants ne veulent même plus que ces musiciens plutôt, qui gagnaient beaucoup d'argent, pas par rapport aux habitants de Kinshasa ou du Congo, mais qui gagnaient plutôt beaucoup d'argent par rapport aux compatriotes congolais de la diaspora, sont aujourd'hui au bord du gouffre, parce que personne ne les accepte. Un musicien ne doit pas s'intégrer dans la vie politique. Il doit être indépendant, il doit faire son travail, chanter pour véhiculer la culture d'un pays. Nous en avons vu. Aujourd'hui, si nous chantons des Bob Marley, ils ne chantaient pas pour leur président, ils ne chantaient pas pour leur politique. Ils chantaient, ils diffusaient des messages, ils diffusaient une culture. Donc, aujourd'hui, c'est du fiasco en République démocratique du Congo, où vous verrez des artistes s'impliquer dans la vie politique. On confond deux choses, où on est politicien, où on est musicien. Mais on peut pas, vous ne pouvez pas voir un politicien faire la musique dehors en train de chanter. Non, mais chacun reste à sa place. Aujourd'hui, si les combattants manifestent pour que les musiciens ne chantent pas en Europe, moi je pense que c'est tout à fait légitime, c'est dans le plein droit. Qu'est-ce qu'ils viendront chanter? Quel message ils viendront donner? Aujourd'hui, les musiciens congolais dansent nus. Nous, dans notre culture bantou, c'est interdit. Mais ils s'exposent nus et les jeunes filles sont exploitées. Ils exposent leur nudité devant tout le monde. Et les mêmes personnes qui chantent, les mêmes musiciens, vont chanter pour les pouvoirs en place, pour dire que ce président a fait ci, a fait ça, a fait ci, a fait ça, pour 2000 $, 4000 $, 5000 $. Mais enfin, vous vivez pour que vous ayez à assurer votre avenir après. Ces gens-là, ces musiciens-là ont des enfants. Alors, comment grandiront leurs enfants? Dans quel pays ils vont souhaiter que leurs enfants grandissent? Dans un pays qui exposeront les filles à la nudité, ou bien dans un pays où leurs enfants seront des esclaves des politiques? 3 fois non. Nous protestons contre la musique congolaise, qui est une musique sale et corrompue. Je n'ai pas fini de mettre en place un plan qui consistera à faire venir un peu l'équilibre dans les infrastructures sociales. Ça veut dire que je ne vais pas trop dévoiler ce plan, mais dès que je l'aurai fini, je me battrai pour que je puisse être reçu du nord au sud, des États africains, des responsables africains, pour que nous puissions essayer un peu de voir ce que nous pouvons faire pour ce continent, parce que j'estime que aujourd'hui la crise monétaire frappe l'Europe, qui court derrière la Chine, mais je pense que demain, cette crise frappera le monde qui courra derrière l'Afrique. Je suis confiant que le continent africain va se relever et qu'il suffit qu'il y ait un temps pour que nous puissions d'abord effacer tous les séquelles de la mauvaise gérance, et ensuite nous prendrons les dispositions pour remettre l'Afrique sur les rails de la vraie démocratie. Vous savez, les générations sont en train de sortir de partout les pays d'Afrique. Donc tous ces jeunes-là auront besoin de vivre dans une Afrique qui sera une Afrique moderne et
Ils auront besoin de vivre dans une Afrique qui va leur apporter la nourriture, qui va leur apporter le droit, qui va leur apporter la justice. Donc nous avons besoin de cela, c'est pourquoi nous allons nous battre et continuer à nous battre. Et même si nous passons, que les jeunes générations qui arriveront encore puissent se battre pour que nous puissions enfin mettre de l'ordre dans ce continent. Je me bats dans ce sens-là et je resterai toujours combatif. Voilà. Pour le reste, voilà. Non.